Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter les travaux menés dans le cadre de la chaire Rénovation énergétique des bâtiments. Alors, il est bloqué. Si, c'est bon. Donc, c'est une chaire de la Fondation Rennes. Donc, c'est-à-dire que c'est une chaire de mécénat. On bénéficie du soutien de 7 partenaires, donc des entreprises de bâtiments, Rennes Métropole, Deltador, Régis, CETI et Sensing Vision, qui est une entreprise qui fait des plateformes de mesure et de la gestion à distance de bâtiments. Donc, pour cette chaire, on est une équipe porteuse en fait à 3 têtes. Donc, je suis accompagnée d'Amina Meslem et de Christophe. Et donc, on a un budget de 360 000 €. Comme c'est une chaire de mécénat, en fait, il y a 60% pour la recherche et 40% pour d'autres actions de la Fondation. Donc, les autres actions, c'est des soutiens aux étudiants, des prix de thèse, des prix de la recherche, des choses comme ça, des liens avec les entreprises. Et donc, en termes de thématiques, il s'agit de définir des sujets d'intérêt commun. Donc, les sujets sont choisis en copil avec les partenaires. Et donc, toujours étant une chaire de mécénat, on a également des missions de transfert et de valorisation des connaissances. Donc, bien sûr, avec l'accueil d'étudiants en stage ou en PFE, mais aussi des organisations d'événements comme des rencontres de la recherche ou des ateliers d'innovation. Et puis, bien sûr, il faut diffuser nos travaux dans des congrès ou dans les différents réseaux, que ce soit des réseaux de recherche associatifs ou professionnels. Donc, les objectifs de cette chaire, c'est de répondre aux enjeux du développement durable, donc en diminuant les besoins énergétiques des bâtiments, tout en assurant un environnement intérieur sain et confortable. Et donc, pour ça, on va s'appuyer sur deux grandes thématiques. L'enveloppe au service de la performance énergétique et du confort, et les systèmes qui viennent en appui donc pour optimiser la performance énergétique et assurer la qualité des ambiances, donc notamment la qualité de l'air. Et donc, les objectifs de la chaire, ça va être d'évaluer les performances de solutions techniques dans des démonstrateurs. Donc, ces solutions, elles peuvent porter sur l'enveloppe ou sur les systèmes. Ça peut être des solutions passives ou actives. Et puis après, on peut les utiliser de façon isolée ou couplée, ou d'abord isolée, puis ensuite de façon couplée. Donc, on a actuellement en fait 4 démonstrateurs d'identifiés. Donc, un qui est en cours, donc je vais présenter les résultats de celui-ci. Donc, qui porte sur en fait l'intégration d'un parement en béton de chambre dans une salle de classe, qui sera ensuite couplé à une VMC double flux décentralisée. On a 2 démonstrateurs qui sont initiés, donc un sur la rénovation énergétique d'un bâtiment de bureau qui a des façades fortement vitrées, et un qui porte une optimisation de la rénovation énergétique, mais ici avec une étude multicritère. Donc, ces 2 projets ont été initiés au printemps, là, donc je vais vous présenter rapidement quelques éléments. Et puis, on a un 4e projet qui, lui, est en stade de réflexion, qui va porter sur la rénovation de la ventilation d'une salle de sport. Donc là, on va être vraiment axé uniquement sur les systèmes. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser un solar wall pour préchauffer l'air neuf de ventilation. Donc, si on détaille maintenant le démonstrateur où on va utiliser un parement en béton de chambre pour la régulation hydrique passive de l'ambiance, et donc qui sera plus tard couplé à une VMC double flux décentralisée. En fait, on a monté un démonstrateur à l'IUT de Rennes. Donc, ça comprend en fait une salle témoin et une salle démonstrateur qui sont juxtaposées. Donc, elles sont en étage courant entre 2 niveaux de salle d'enseignement également. Elles ont des dimensions identiques, une même capacité d'accueil théorique. Et puis, toutes les parois sont adiabatiques, à l'exception de la paroi extérieure, ici, qui est en béton non isolé, avec également 6 fenêtres en double vitrage et une menuiserie en alu. Donc, dans notre salle témoin, on n'aura pas de travaux. Et puis, bien sûr, dans la salle démonstrateur, on va aller par incrémentation. Donc, d'abord, la paroi en béton de chambre, puis la VMC double flux. Donc, effectivement, l'objectif rénovation énergétique, ça va être de diminuer les besoins énergétiques.
on a identifié un autre problème en amont, c'est un problème de qualité de l'air. Donc, ici, on a des suivis de concentration en CO2, donc qu'on fait depuis 2 ans maintenant, on a mis ça en place dans DTP. Et en fait, on s'aperçoit que régulièrement, donc là, c'est une semaine au mois de décembre, on atteint un taux de concentration qui dépasse 2000, voire facilement 3000, et même éventuellement 5000 ou 6000 ppm. Donc, on a un gros défaut en termes de qualité de l'air. Donc, il fallait absolument prendre ce point en considération. Donc, ce qui fait que dans un premier temps, on a d'abord initié un travail sous terrain 6 pour s'intéresser à la ventilation et au traitement de la façade. Donc, pour réaliser ce travail, dans un premier temps, on a calé un modèle d'infiltration pour que la concentration en CO2 modélisée, donc ici en rouge, fit au mieux possible les concentrations mesurées ici en bleu. Donc, on prend en compte en fait les apports par les personnes pendant les cours et puis après les ouvertures de portes et fermeture des portes et fenêtres pendant les inoccupations. Donc, une fois ce calage réalisé, en fait, on a pu réaliser des simulations thermiques dynamiques donc, qui nous ont permis d'une part de calculer des besoins de chauffage annuels et puis d'autre part de simuler l'évolution du taux de CO2 sur l'année. Donc, dans le cas actuel, on a une consommation de chauffage, enfin un besoin de 52 kWh par mètre carré et par an. Alors, ça peut paraître assez faible, mais il faut se rappeler qu'on a une seule façade qui est déperdissive dans la salle de classe. On arrive bien à reproduire effectivement les concentrations de CO2 qu'on avait mesurées dans la salle. Ensuite, si on veut atteindre un taux de CO2 conforme à la réglementation, on a besoin d'ajouter une VMC simple flux. Donc, si on considère une VMC simple flux et donc les infiltrations qu'on a identifiées, on passe à 65 kWh par mètre carré par an en besoin de chauffage. Donc là, en fait, on a augmenté nos besoins parce qu'on a voulu traiter la qualité de l'air. Et donc, pour pouvoir les diminuer, bien effectivement, la première action, c'est de passer sur une VMC double flux. Donc, dans un premier temps, à 18 mètres cubes par heure et par personne pour être conforme à la réglementation. Là, on atteint des concentrations en CO2 autour de 1200-1400 ppm et un besoin énergétique de 53 kWh par mètre carré et par an. Et dans le cadre d'un scénario où on a justement des problèmes sanitaires, par exemple une crise Covid, les recommandations sont d'augmenter les débits à 35 mètres cubes par heure et par personne. Et donc là, avec une VMC double flux, notre concentration en CO2 descend entre 8 et 900 ppm au max. Et on a des besoins énergétiques à 58 kWh par mètre carré et par an. Donc là, finalement, en traitant la qualité de l'air avec une VMC double flux, on se retrouve dans la situation initiale où on n'avait rien fait sur notre salle en termes de besoins énergétiques. Par contre, on a amélioré notre qualité de l'air. Et donc, pour pouvoir diminuer ces besoins, une solution peut être d'isoler la façade. Et ici, avec 10 cm d'isolant, on arrivait à 32 kWh par mètre carré et par an. Alors, nous, notre objectif, ce n'était pas d'aller sur une rénovation classique comme ça, c'était d'intégrer effectivement des biosourcés pour d'autres intérêts. Donc, on s'est intéressé à la mise en place d'un parement intérieur en béton de chambre. Donc, comme vous le savez, on a une faible conductivité thermique, on a une bonne performance MBD, donc de régulation hydraulique passive, et c'est un matériau qui présente une forte absorption acoustique. Donc, l'idée, c'est de mettre en place un parement en béton de chambre. Alors ici, étant donné la configuration, en fait, on va le mettre sur un mur intérieur, le mur séparatif entre les deux salles de classe. Et donc, l'objectif, ça ne va pas être de réduire les déperditions par la façade, mais ça va être de tester si sa capacité de régulation hydraulique passive influe le confort hygrothermique. On a également mesuré l'effet de l'absorption acoustique sur le confort dans la salle de classe. Et puis après, on ira vers le couplage avec la VMC. Donc ici, on va s'intéresser à la phase de séchage, à la phase d'usage et puis à la caractérisation acoustique qui ont pu être réalisées avec ce parement.
Donc, au niveau de la métrologie, pour le suivi de l'occupation, on s'appuie sur l'emploi du temps et sur un cahier d'utilisation de la salle. On va reporter le nombre d'occupants, les ouvertures des portes et des fenêtres. Et en métrologie sur l'ambiance, on utilise des Aranet 4, donc qui permettent de mesurer la température, l'humidité relative et la concentration en CO2. Et puis, on peut faire varier le pas d'acquisition. Donc là, ça va dépendre si c'est une phase d'usage avec beaucoup de sollicitations ou si au contraire, c'est une phase de vacances. Comme on a un problème de mémoire sur l'appareil, à ce moment-là, on va étendre le pas d'acquisition. Au niveau du parement en béton de chanvre, donc on a réalisé un parement avec des blocs préfabriqués. Donc, ces blocs sont assemblés avec du mortier-colle entre eux et puis adhérés à la paroi avec des plots de mortier. Et en termes de métrologie, donc on va venir mesurer le profil de température et d'humidité relative à travers ce bloc. On va avoir un premier capteur collé sur le mur existant. Ensuite, on va répartir 3 capteurs sur l'épaisseur de la brique. Donc, on les décale pour ne pas avoir d'effet de masque entre les différents capteurs. Un capteur en surface, on le revoit ici, et puis un capteur en ambiance. Et donc, on a répété 4 fois les profils pour voir la répétabilité ou l'effet de la position dans la paroi. Alors, en termes de séchage dans un premier temps. Donc, quand on a dépalettisé les blocs, donc on s'est rendu compte qu'ils s'étaient pas secs au cœur de la palette, donc on les a stockés un peu dans la salle. Et puis, au moment du montage, on a mis la face la plus sèche côté mur. Et donc, on voit ici, au moment du montage, comme on a utilisé du mortier, on a apporté de l'humidité, et puis cette humidité va venir se redistribuer dans les parois. Et ensuite, on va avoir la phase de séchage du parement, donc en 2 phases. Une première phase jusqu'à peu près le 29 juillet, et puis après, une deuxième phase. Si on regarde les évolutions dans l'ambiance qui vont être simultanées au comportement de la paroi, en fait, sur ce zoom, là, c'est une semaine début juillet. On va avoir les ouvertures de fenêtres en pointillé, les fermetures en trait plein. Et donc, on voit au moment de l'ouverture de la fenêtre le matin, on a une chute de la température parce qu'il fait un peu plus frais dehors et une augmentation d'humidité. Ensuite, au cours de la journée, la température et l'humidité évoluent avec la sollicitation météo. Et puis, quand on referme les fenêtres et au cours de la nuit, on va avoir de nouveau la température qui diminue, l'humidité relative qui augmente. Donc là, on va avoir en fait l'effet couplé de la météo, mais aussi du séchage du parement. Et ce séchage du parement ou la prise en fait du mortier avec la chaux va se traduire également avec une évolution du taux de CO2. Donc là, on observe en fait qu'au retour du week-end, donc ici on est le lundi matin, on est à 260 ppm en concentration de CO2 dans la salle, ce qui est nettement inférieur à la concentration atmosphérique. Quand on ouvre les fenêtres, on retrouve le CO2 atmosphérique autour de 430 ppm. Et puis, à la fermeture des fenêtres le soir, de nouveau, on a une chute de cette concentration. Donc là, ça montre l'effet lié à la carbonatation du liant. Ça souligne aussi et surtout la mauvaise ventilation de la salle, puisqu'on arrive à voir cet effet via des mesures en ambiance. Si maintenant, on s'intéresse à la phase d'usage, alors sur la phase d'usage, on va regarder le confort et puis on va regarder la réponse hygrothermique de la paroi. Donc, le confort, on propose de l'illustrer ici de 2 façons. Ici, on a des mesures en fait fin novembre, début décembre, et qui sont représentatives de tout ce qu'on a pu observer pendant tout l'automne et le début de l'hiver. C'est-à-dire que quand on va regarder le polygone de confort dans les 2 salles, on voit que nos points sont similaires. Donc, on va avoir un confort ressenti qui va être tout à fait comparable. Par contre, si on regarde la concentration de CO2 dans les salles, on voit qu'on est nettement plus haut dans la salle 111 que dans la salle 107. Et en fait, ça montre tout simplement que les usagers n'ont pas erré aux intercours parce qu'ils n'ont pas ressenti des besoins liés à l'humidité ambiante dans la salle. Donc, ça nous montre que le tampon hydrique dans la paroi agit en termes de confort hygrothermique, ce qui fait qu'on ne ressent pas le besoin d'aérer aux intercours. Une deuxième illustration du confort ressenti, on a mis en place des questionnaires de confort.
Donc ici, c'est le questionnaire de confort établi début mars. On a la salle témoin 107 en bleu ici et la salle démonstrateur 111 en rouge ici. Donc là, on voit que sur le questionnaire de confort, eh bien, on a un confort hygrothermique ressenti nettement meilleur dans la salle 111 que dans la salle 107. Alors que si on regarde les mesures, eh bien, donc le 9 mars, c'était ici, le matin, on a des températures quasiment identiques dans les deux salles. Et par contre, on est un peu plus humide dans la salle 111. Alors, tout à l'heure, je parlais du taux d'occupation. On a une capacité d'accueil de 30 personnes dans les deux salles. Et en fait, on avait 24 étudiants dans la 111 et 17 dans la 107. Donc, on a une humidité un peu plus forte du fait d'une occupation aussi plus importante. Mais là, donc, théoriquement, on aurait dû être sur un confort ressenti équivalent, voire un peu moins confortable peut-être en 111 si on était plus humide. Et finalement, le confort ressenti est nettement meilleur dans la 111. Et donc, ce défaut est lié au nombre d'étudiants, comme j'indiquais tout à l'heure, et à la ventilation. On le retrouve de nouveau avec des taux de CO2 nettement plus grands dans la 111 que dans la 107. Si on veut maintenant détailler la réponse du Parlement donc au regard des conditions ambiantes, donc ici, je reprends une semaine du mois de septembre. On compare toujours la salle 111 et la salle 107. Donc, on va avoir les créneaux d'occupation ici, le taux de CO2. Donc là, on voit qu'on a des créneaux d'occupation identiques le lundi et puis relativement similaires les autres jours. Les taux de CO2 atteints dans la salle sont équivalents dans les deux salles, avec des pics et plus hauts qui dépendent bien sûr de l'occupation et de l'aération. Et puis, on voit que le lundi matin, on arrive à des niveaux similaires autour de 2000-2500 ppm, donc liés à une faible aération de la salle. Et le lundi après-midi, manifestement, on ventile plus, parce que c'est au mois de septembre, donc on ouvre les fenêtres, on descend à 700 ppm. Donc, on a des usages relativement équivalents dans les deux salles. Sur l'évolution de la température au cours de la semaine, là aussi, on retrouve des évolutions équivalentes avec des légers écarts. Alors, ces écarts, ils peuvent être liés à l'occupation, mais surtout, en fait, à l'usage qui n'est pas rigoureusement identique, notamment en termes, donc on a parlé d'ouverture des fenêtres tout à l'heure, mais comme les taux de CO2 sont équivalents, ça va être plus sur l'utilisation des stores. En fait, on ferme plus ou moins les stores dans les deux salles et ça, pour l'instant, on n'arrive pas à contrôler. Les usagers restent libres de leur gestion des stores. Sur l'humidité relative, donc ici, on va retrouver l'humidité au cours de la semaine. On voit qu'au retour du week-end, donc le lundi matin, notre humidité relative, elle est plus haute dans la salle 111 que dans la salle 107. Donc, on attribue ça à la désorption du parement en béton de chambre. Et puis, on observe que le lundi matin, à la première occupation, bien dans la salle 107, on a une augmentation plus importante et plus rapide que dans la salle 111. Et donc, on l'associe à l'effet tampon Y apporté par le béton de chambre. Si on replace ces points sur le diagramme de confort comme tout à l'heure, on retrouve de nouveau qu'on a des niveaux de confort comparables dans les deux salles, avec des points un peu hauts en température dans la 107, donc c'est ce qu'on disait tout de suite. C'est assez probablement lié à des fermetures de stores différentes. Donc, en parallèle de ces évolutions dans les ambiances, en fait, on peut regarder la réponse du Parement. Donc ici, j'ai zoomé le jeudi matin. Alors, pourquoi le jeudi matin? Si on remet ici, c'est quand on a eu une grosse augmentation à ce moment-là. Donc, le jeudi matin, en fait, à 6 heures, notre profil de température, il est quasiment constant sur notre épaisseur de béton de chambre. Ici, on est dans l'ambiance. Et puis, on a l'ouverture des fenêtres par les femmes de ménage entre 6 et 7 heures. Et jusqu'à 9 heures, la température ambiante va diminuer. Et puis ensuite, les fenêtres vont être fermées et donc la température ambiante va réaugmenter. Et donc, en parallèle de ces évolutions de température ambiante, notre température de surface va également évoluer, générant des gradients de température qui vont s'inverser dans la paroi. Et donc, en tout début de matinée, donc quand on vient d'ouvrir les fenêtres, la paroi va déstocker de la chaleur vers l'ambiance. Et inversement, quand l'ambiance va avoir augmenté en température, on va venir restocker de la chaleur dans la paroi.
On peut regarder également les évolutions en pression de vapeur. Donc là, on a de nouveau l'évolution du profil de pression de vapeur à différents instants. Donc là, à 6 heures du matin, on avait un point haut à 7 cm de profondeur. Donc, on avait une désorption du mur vers l'ambiance. Et puis, donc, quand la salle a été occupée, la pression de vapeur a augmenté dans l'ambiance et donc nos profils se sont inversés avec du coup un stockage de l'humidité de l'ambiance vers la paroi. Et donc, ces effets de déstockage et de stockage montrent effectivement le tampon Y apporté par la paroi. Si on regarde d'un point de vue acoustique, donc d'un point de vue acoustique, on a mesuré le temps de réverbération dans la salle, donc avec différents couples émission-réception. Et donc, avant et après mise en œuvre du parement. Donc, dans les deux cas, les temps de réverbération dans les basses fréquences sont plus élevés que dans les médiums et dans les aigus. On avait un temps de réverbération moyen autour de 0,73 secondes avant la mise en place du parement et puis 0,44 secondes après. Donc, ces deux temps de réverbération sont conformes aux recommandations de l'article du 25 avril 2003 pour les salles de classe. Et donc, on observe que quand on a ajouté le parement en béton de chambre, ce temps de réverbération, il a diminué pour toutes les octaves, ce qui montre effectivement un potentiel dans le cadre d'un traitement acoustique avec un parement en béton de chambre. Et on observe également que l'absorption est maximum dans les aigus et dans les médiums, donc ce qui est cohérent avec ce qu'on retrouve dans la littérature pour les bétons de chambre. Donc là, on a pu montrer qu'on avait besoin d'une période de chauffage, même en achetant des blocs préfabriqués. On a montré la régulation hydraulique passive via l'utilisation d'un parement en béton de chambre et puis les possibilités en acoustique. Les limites qu'on a identifiées, c'est qu'effectivement, le cahier de relevé, il reste insuffisamment complet. Donc, j'ai sélectionné quelques jours où on avait vraiment toutes les données avec les personnes qui avaient bien noté le nombre d'occupants, les ouvertures, etc. Donc, en fait, on a complété notre métrologie avec la mise en place de capteurs d'ouverture des fenêtres et des portes et d'un capteur de présence. Mais malheureusement, on n'a pas de comptage. Et puis, on utilise maintenant une plateforme qui permet effectivement de faire de la télé-relève, ce qui est censé faciliter la récupération des données. Et donc là, la poursuite, c'est d'aller sur de la simulation maintenant pour simuler le comportement à l'échelle de la paroi, mais aussi ensuite à l'échelle du local. Donc, de la démonstration sur le béton de chambre, la poursuite des travaux, c'est d'installer une VMC double flux décentralisée. Donc, on a vu en préambule, l'objectif, c'est d'améliorer la qualité de l'air intérieur. Sur la double flux, on va chercher à récupérer bien sûr la chaleur sur l'air extrait. Et donc là, l'idée, c'est comme le parlement en béton de chambre assure une régulation hydrique passive, eh bien, on va pouvoir venir réguler sur le taux de CO2, ce qui devrait du coup contribuer à augmenter les économies d'énergie dans cette salle. Alors, du coup, j'ai passé très rapidement sur les autres démonstrateurs. Le deuxième, c'était un démonstrateur sur des bureaux avec des façades fortement vitrées. Donc ici, on voit les deux façades, la façade sud-est et la façade nord-ouest qui est en mur rideau. Et donc, du fait de cette configuration, on attend un ressenti froid l'hiver et un risque de surchauffe l'été. Comme il y a un projet de réaménagement des locaux, ça nous permet de proposer des configurations assez facilement. Et donc, on s'est intéressé à une trame pour proposer une mise en place de démonstrateurs. Donc, là aussi, on a réalisé des questionnaires de confort. Donc, on a fait un questionnaire le 22 mai. Donc, c'était au jour d'aujourd'hui, quel est votre ressenti? Et deux questionnaires pour les saisons, donc, du coup, qui n'est pas un questionnaire instantané, mais voilà, d'habitude l'hiver, comment est-ce que vous vous ressentez et d'habitude l'été. Donc, on voit que sur le jour J en mi-saison, on a un ressenti neutre en thermique. Et puis, comme on attendait, l'hiver, on a un ressenti plutôt frais et l'été légèrement chaud. Côté Y, on retrouve des ressentis plutôt neutres, avec toutefois l'été un décalage vers un ressenti un petit peu moite. Et puis, en termes d'éclairage, on est là aussi plutôt neutre, mais voire un peu intense du fait de ces façades qui sont très fortement vitrées.
Donc, les solutions techniques qu'on a envisagées, en fait, ça va être de mettre en place une façade double pot sur la façade sud-est. Donc, l'idée, c'est de faire un effet de serre sur cette façade. Donc, cet effet de serre va nous permettre de préchauffer l'air neuf l'hiver pour diminuer nos déperditions aéroliques. Comme on va chauffer autour de l'enveloppe, on va aussi limiter les déperditions par transmission à travers cette façade. Et par contre, bien sûr, il va falloir gérer les risques de surchauffe en été avec l'ajout de protection solaire et puis du coup une ventilation ici en période d'été pour limiter les risques de surchauffe. Et côté nord-ouest, on propose la création d'un espace tampon avec la mise en place de la circulation en périphérie. Et donc là aussi, grâce à cet espace tampon, on va diminuer à la fois les pertes par transmission par cette façade. Et puis, si on fait de l'arrivée d'air neuf par ici, on va également diminuer les pertes aéroliques par cette façade. L'idée, c'est d'apporter également de l'inertie thermique et hydrique. Alors ici, sur la coupe, on voit juste la partie basse de la paroi, mais on aurait également toutes les parois séparatives qui seraient en terre afin d'apporter de l'inertie dans le bâtiment. On retrouve ici les simulations qu'on a pu faire sur le cas d'hiver, donc avec nos espaces tampons créés par la double peau ici et par le couloir là. La gestion de la ventilation, voilà, donc en période d'occupation, on entre en partie basse de la double peau pour venir apporter l'air neuf dans les locaux. Et en inoccupation, on coupe cette ventilation. Et donc, on voit qu'entre le cas actuel, le cas avec juste l'ajout de la double peau sur la façade sud-est, puis le cas où on va cumuler l'ajout de la double peau et l'espace tampon, eh bien, on va réussir à diminuer de 48% nos besoins sur les déperditions par l'enveloppe et de 60% nos besoins sur la ventilation. Pour regarder l'aspect vis-à-vis du confort. Donc, effectivement, la sensation de froid est liée à la paroi froide au niveau de la surface vitrée de l'enveloppe. Et donc, ici, on voit l'évolution de cette température par l'ajout de la double peau. Donc, on gagne à peu près 2 degrés en température de surface, ce qui va se répercuter sur le confort des usagers. Et donc, sur le besoin énergétique, puisque pour avoir la même température opérative, finalement, la température ambiante pourrait être plus basse. Le troisième démonstrateur porte sur une rénovation multicritère de bâtiments de bureaux. Donc là, ce sont voilà, des bureaux qui comprennent des bureaux isolés et des bureaux paysagers. Donc là, la méthodologie a été de faire dans un premier temps une modélisation de l'ensemble du bâtiment. Pour pouvoir entrer les données, on a fait des mesures de coefficient U in situ, mais aussi des mesures de débit d'infiltration d'air. Donc, on est venu injecter du CO2 dans le bâtiment et puis à partir de la décroissance du CO2, on a pu identifier le débit d'infiltration. Et donc, à partir de là, on a pu simuler le bâtiment souterrain 6 et puis, du coup, étudier différentes solutions techniques. Donc, en développant, donc là, c'est un sujet qui est réalisé avec l'Université de Tanger en stage de master. Donc, on s'appuie sur les travaux de Zaïd Romani qui co-encadre ce stage de master. Et donc, à partir d'un métamodèle, on va pouvoir faire une optimisation multicritère de la rénovation, donc en regardant des critères énergétiques, économiques et environnementaux. Et donc, à partir de ce métamodèle, en fait, on peut générer de multiples simulations dans des temps réduits. Donc, pour le cas 1, où on n'a pas considéré la rénovation de la toiture, on a simulé 108 000 cas pour identifier 487 combinaisons optimales. Et dans le cas 2, on a généré 432 000 cas et 989 combinaisons optimales. Et bien sûr, à chaque fois, on identifiait la meilleure combinaison, enfin le meilleur compromis de ces combinaisons. Et les perspectives ici, bien, ça va être d'intégrer éventuellement des fenêtres pariétodynamiques. Donc, on est en contact avec Ridoret qui nous donnerait des fenêtres à tester in situ. Et puis, à partir de toutes ces simulations, identifier une solution qui serait testée in situ.
Le dernier démonstrateur, là, je vais passer très rapidement, c'est une salle de sport où on a actuellement une VMC double flux. L'idée, c'est de voir vraiment la performance de la mise en place d'un système par SolarWall. Donc là, le principe, c'est de venir préchauffer l'air neuf par le SolarWall avant de le souffler dans le bâtiment. Et donc, bien qu'on ait un système très performant avec une VMC double flux, le partenaire est intéressé pour tester ce type de système pour par la suite utiliser sur d'autres démonstrateurs. Là, l'intérêt d'utiliser celui-ci, c'est que comme il est actuellement en réseau VMC double flux, finalement, les réseaux sont existants. Il y a vraiment juste l'arrivée d'air neuf à changer. Voilà, donc ici, on a pu voir qu'on a une grosse diversité de démonstrateurs. Ça nous permet de jouer à la fois sur les enveloppes et sur des systèmes. Et puis, on a pu surtout montrer l'intérêt du biosourcé sur la régulation passive de l'humidité intérieure, donc ce qui va se répercuter sur le confort et les besoins énergétiques du bâtiment. La mise en œuvre dans les démonstrateurs a plusieurs objectifs. Le premier, c'est de montrer la faisabilité et puis ensuite l'efficacité des solutions choisies. Et donc, grâce à ces travaux, on a pu accueillir différents étudiants, donc en PFE, en stage de master, un postdoctorant également, et puis mettre en place une collaboration avec l'Université de Tanger et l'école d'architecture. Et donc, l'idée, c'est d'aller également vers des actions de vulgarisation ou de communication, donc grand public ou entreprise. Voilà, je vous remercie. Merci Florence pour cette présentation très très riche, impressionnant. Tout ce travail, elle a commencé quand? Je n'avais pas vu ta première diapo. Là, on va avoir 2 ans bientôt. Eh ben, dis donc. Waouh. On aurait dit que ça a commencé il y a 4-5 ans. Il y avait une question du public ici présent, de Chambéry, par rapport au capteur de CO2. Ouais. Oui, justement, la position des capteurs dans la salle de classe, elles étaient plutôt devant, milieu, central. Est-ce que les flux ont été calculés par rapport au potentiel ventilation qu'il y avait ou pas du tout? Ça a été un peu fait comme on pouvait. Alors, donc, sur les capteurs, donc là, je présentais le résultat de 1, mais en fait, on a un capteur sur le mur du fond à 1,10 m ou 1,20 m de haut. On en a mis sur les côtés ici aussi, donc sur le mur latéral. Ouais. En fait, là, j'ai présenté la ranette et on a aussi tout de suite, j'ai indiqué qu'on était passé sur une plateforme Sensing Vision, donc on a également un bac à eau qui est mis dans la salle. Et en fait, on a fait des campagnes, on avait 4 capteurs répartis dans la salle et on a une très bonne homogénéité, en fait. Alors, sauf ponctuellement celui qui est au-dessus des étudiants, mais c'est pour ça qu'on l'a relevé un peu plus haut, celui-là. Parce qu'en fait, le CO2, il tombe au sol, il ne monte pas en hauteur. Donc, celui qui était vraiment juste à côté, on l'a mis juste un petit peu plus haut. Mais effectivement, on a une bonne homogénéité dans la salle. Et sur la ventilation, donc là, en fait, on a mis en place notre ventilation double flux et on a une régulation, effectivement, sur le taux de CO2 mesuré au niveau de la reprise. Et voilà, donc ça régule avec le taux de CO2. Et on peut avoir des valeurs qui passent en dessous de 400 ppm. Je suis un petit peu... non, parce que alors, là, c'est passé en dessous parce que en fait, on a la carbonatation du liant, mais normalement, c'est 430 le ppm atmosphérique. Là, donc, Ah, d'accord. Ah oui, c'est la carbonatation, c'est juste le capteur du fond qui a enregistré ça, quoi. Non, c'était sur l'ambiance du local. C'était pas localisé juste à côté de la paroi, hein, c'était bien dans tout le local que la concentration en CO2 a diminué. Bon. Et justement, c'est une question que j'avais aussi, parce que ça m'impressionnait de descendre en dessous de 430. Et derrière, a posteriori, les capteurs ont été revérifiés ou réétalonnés? Ah oui, en fait, le premier coup où j'ai vu, j'ai grosse panique, j'ai appelé Amina, il faut qu'on réétalonne tout. Donc, on les a tous réétalonnés. Hein. Enfin, il y a un moment, on avait même mis 6 capteurs dans la salle pour que les 6 disent la même chose. Et on les avait effectivement réétalonnés, ouais.
Non, parce qu'on a une salle dans un bâtiment au monitor, on n'était jamais descendu en dessous de 430. C'est pour ça que ça m'a étonné. Ouais. Mais bon, voilà. L'énigme ne sera pas résolue ce matin.